Bonjour tout le monde et bienvenue à toutes et à tous pour ce rendez-vous vidéo que Mediapart a voulu consacrer à la situation en Israël-Palestine et à la politique française au Proche-Orient depuis 2012 et l'élection de François Hollande. Je suis pour cela en compagnie de Lénaïque Bredou. Bonjour. Bonjour. Lénaïque qui suit notamment l'exécutif pour Mediapart et nous avons le plaisir de recevoir Jean-Paul Chagnolot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient. Vous dirigez aussi une collection dont on va avoir besoin pendant cet entretien qui s'intitule « Comprendre le Moyen-Orient chez l'Harmattan ». Et votre dernier ouvrage, on va aussi en avoir besoin puisqu'il s'intitule « Violence et politique au Proche-Orient ». C'était publié aux presses de Sciences Po. Vous êtes un spécialiste de la question palestinienne. Alors, je l'ai dit, on va faire immédiatement appel à vos compétences, mais pas à celle de savoir s'il s'agit ou pas d'une troisième intifada. Ce qu'on a vraiment envie de savoir, c'est si le cycle qu'on a vu de regain de protestation, de mobilisation des Palestiniens contre l'occupation, qui s'est marqué plus récemment par des attaques au couteau, au tournevis, à la voiture bélier et même à l'arme à feu récemment dans un bus à Jérusalem, contre des Israéliens ayant fait plusieurs morts, puis un cycle de représailles qui a fait déjà plus de 25 morts côté palestinien. Est-ce que tous ces événements des derniers jours, des dernières semaines maintenant, ouvrent un nouveau cycle de ce conflit au Proche-Orient? C'est difficile de répondre à cette question, mais s'il s'agit d'un cycle du type des intifadas, qui pendant plusieurs mois, voire 2-3 ans, vont enclencher une série de dynamiques où la violence sera au cœur, je ne suis pas sûr qu'on soit effectivement sur les mêmes types de rapports. Cela dit, en même temps, je pense que ce qui est essentiel, c'est qu'aujourd'hui, ce qui se passe est un révélateur de la situation sur le terrain. Mais alors pourquoi ça a lieu maintenant? Alors, je crois qu'on oublie très vite. On oublie très vite. On oublie qu'au mois de juillet dernier, il y a eu une famille palestinienne qui est morte dans un incendie provoqué par des colons. On oublie qu'il y a un an, il y a eu de jeunes Israéliens qui ont été tués à Jérusalem et qu'ensuite un jeune Palestinien a été tué dans des conditions horribles en lui faisant boire de l'essence, enfin, chose de terrible. Et en fait, si on regarde bien, on a beaucoup d'antécédents de ce type. Et ce qui se passe aujourd'hui, quand je dis révélateur, c'est que la situation, elle est tout le temps comme ça. Je veux dire que les tensions entre les colons, parce que c'est quand même une question de colonisation, et les Palestiniens, les territoires, on a peut-être, je regardais sur les statistiques d'organisation des droits de l'homme israéliennes, on est à des centaines d'incidents plus ou moins graves, avec quelquefois mort d'homme, bien entendu. Donc si vous voulez, là, ça jaillit, et ça jaillit, je dirais, de ce qu'il y a de plus fondamental, c'est-à-dire de la société et des individus. On n'a pas d'organisation politique derrière. À ce stade, elles vont essayer de l'instrumentaliser peut-être. Il n'y a pas de coordination à ce stade. Mais c'est des gens qui sont dans une espèce de désespérance. Alors ils manifestent ou ils vont plus loin en tuant. Et ça, c'est évidemment dramatique pour tout le monde, pour ceux qui ont tué, pour ceux qui tuent aussi. Il y a quelque chose de dramatique dans cette affaire. Mais ça révèle une situation qui est au fond une situation de désespérance complète. Enfin, quel est l'avenir de ces jeunes qu'on a vus parce que les assaillants, notamment, sont très très jeunes. Mais on pourrait dire que c'est la génération d'Oslo. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de perspective politique depuis déjà un certain temps. Ils n'en ont même jamais eu, puisqu'ils ont 20 ans, mais avant, qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y avait rien. Ils n'ont plus d'organisation politique parce qu'elles sont complètement démonétisées, que ce soit le Hamas, qui est complètement confiné à Gaza, ou l'autorité palestinienne, qui n'est même pas capable d'avoir un discours articulé aujourd'hui. Donc ils sont vraiment, en plus du point de vue quotidien, ils ne peuvent rien faire. Ils n'ont pas d'avenir professionnel, individuel. Moi j'ai rencontré des jeunes qui essayaient de voir comment partir, et en même temps ils ne veulent pas partir. Bref, on est dans une génération qui est celle d'Oslo, qui est celle du mur aussi, qui est sans espérance. Il est évident que dans ces conditions, on réagit de mille façons, et notamment par la violence. Donc je crois que c'est ça. Et ce cycle que vous évoquez, s'il y a un cycle, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la situation devient absolument intolérable, et donc il faut trouver des issues politiques. Et pour l'instant, on va évidemment dans le contraire d'une tentative de régler de manière politique les choses, par exemple, le gouvernement israélien, on va y revenir sans doute, est dans une espèce d'obsession sécuritaire qui ne peut évidemment que contribuer encore à accroître la désespérance et la violence. Mais donc, à vous entendre, ce n'est pas seulement la politique de colonisation et d'humiliation produite par Israël envers les Palestiniens, c'est aussi une situation endogène aux Palestiniens, avec non seulement un affaiblissement du Fatah, de Mahmoud Abbas, mais aussi du Hamas. C'est ça qui explique qu'aujourd'hui, c'est plus tenu, mais je ne vois pas en quoi c'était... Enfin, qu'est-ce que les jeunes Palestiniens étaient plus tenus avant, à la fois par la perspective qu'on a bien vu s'effondrer d'un État palestinien, ou la perspective aussi économique, avec le fort développement aidé par l'aide internationale que le Premier ministre Salam Fayyad, par exemple, avait fait à Ramallah.
Je crois que si je prends juste une anecdote que j'ai vécue, c'était il y a 10 ans, enfin un peu plus maintenant, 13 ans, 2002. C'était dans le bureau de Marwan Barghouti, qui est aujourd'hui en prison pour l'éternité, si je puis dire. Et bien dans son bureau, il y avait, qui était très ouvert, il y avait la presse, il y avait des organisations politiques qui venaient le voir, il y avait une d'agitation extraordinaire. Et il y avait quelque part, dans ces conditions qui ont été terribles, par la suite évidemment l'intifada, celle des années 2000, il y avait une vraie espérance, il y avait quelque chose, on va arriver à quelque chose. Or, depuis maintenant 2007-2008, depuis plusieurs années, on a vraiment le sentiment qu'on sait qu'on n'arrivera nulle part. Les quelques tentatives de Mahmoud Abbas ont complètement échoué. La tentative que vous évoquez avec Salim Fayyad, qui pensait pouvoir construire un État par la base, en fait, ont échoué. Et l'économie comment? Et l'économie, enfin. Bien sûr, tout ça, c'est complètement effrité. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec Salam Fayyad, et j'étais dans son bureau le jour où on reconnaissait le Soudan du Sud aux Nations Unies. Il était furieux, non pas qu'un nouvel État, mais il dit cet État, il a 50 km de route et c'est tout. Et il a été reconnu, et maintenant il est membre à part entière des Nations Unies, nous pas, alors qu'on nous a promis plein de choses. Donc il y a une vraie désespérance. Et en plus, je crois qu'il y a une dimension des réseaux sociaux, il y a une ouverture des jeunes de plus en plus, comme ici, comme ailleurs, sur les technologies contemporaines. Donc il y a sur les réseaux sociaux, moi j'ai vu sur les réseaux sociaux des choses terribles que m'ont montré des amis palestiniens. Et ça fait, évidemment, ça fait circuler les réactions, les émotions. Et je crois que c'est ça. Alors peut-être que ça va amener nulle part dans les semaines qui viennent, je n'en sais rien et personne n'en sait rien. Ce qui est certain, c'est que ça montre à quel point cette situation est totalement insupportable. Il y a une situation de dominée, mais dans les pires conditions, encore aggravée par les mesures récentes, et une situation de domination dans un esprit, pour une bonne part du gouvernement et des partis politiques, une espèce d'obsession du messianisme qui consiste à dire cette terre est à nous et encore à nous, et il faut qu'on, ça a été encore dit hier, il faut qu'on construise encore d'autres colonies, alors que c'est ça qui est absolument absurde. Et ce qui se passe à Jérusalem est très intéressant parce qu'on ferme les quartiers arabes, on les ferme, mais ça veut dire bien qu'il y a deux sociétés et qu'on ne peut pas continuer à écraser une société toute entière sans qu'il y ait des réactions. C'est tout à fait légitime. Ziv Ternel a dit des choses très justes dans Haaretz, qui a été publié dans Le Monde, en disant leur réaction est légitime. Qu'est-ce qu'ils veulent au fond? Ça peut se résumer en un mot. Ils veulent une liberté et ils veulent un avenir. Et ça, aujourd'hui, ils n'en ont pas. Je crois que c'est ça. Et encore un dernier mot, mais le couteau est très symbolique de ça. C'est-à-dire que comme nous sommes dans une sorte d'atomisation sociétale, chacun est là, comme ça, dans son rapport à son propre avenir. Quelle est l'arme sous la main qu'on a quand on n'a pas d'organisation politique? On a le couteau. Alors, et ça, c'est très important parce que du coup, ça devient quelque chose d'essentiel. Le couteau est un symbole, finalement. J'espère qu'on pourrait se servir d'autre chose. Enfin bref, moi, je ne suis pas... Mais alors justement, sur cette question du couteau, dont on voit qu'effectivement, ça fait moins de... Enfin, évidemment, il y a des morts, mais ce n'est pas les grands attentats qu'on a connus dans les années 90. Mais alors, je vous entends que ça montre, voilà, c'est plus des gros réseaux organisés, que c'est un petit individu qui est face à cette situation d'impasse que vous décrivez, qui peut se lancer là-dedans. Ça pose quand même une question. Là, vous nous décrivez une rencontre entre un État catastrophique et puis une politique de colonisation doublée d'une tactique purement sécuritaire, enfin d'un traitement purement sécuritaire de la question politique de ça. Est-ce qu'au fond, là, le bouclage, qui est quand même assez inédit de Jérusalem-Est, peut pas être une solution sécuritaire uniquement, comme le mur a permis d'arrêter les poseurs de bombes? Est-ce que finalement, je me fais l'avocat du diable, mais ce traitement uniquement sécuritaire de la question, est-ce qu'il n'a pas une forme d'efficacité sécuritaire? Il n'en a aucune, pour les raisons qu'on vient d'évoquer à l'instant. Puisque nous sommes en présence d'une atomisation du conflit, on va dire ça comme ça, d'une individualisation, puisque ça nous renvoie à des individus qui font des choses. Alors, ils peuvent habiter du côté d'Haïfa, ils peuvent habiter n'importe où, donc on pourra fermer tout ce qu'on voudra. La réponse, il consiste à fermer des routes, des quartiers, à enfermer et, en dernier instance, à tuer. C'est ça la trilogie israélienne aujourd'hui. On ferme, on enferme, on tue. Parce que la réponse à des pierres, c'est des balles. Et les balles tuent, pas les pierres. Donc cette trilogie, elle est dramatique dans son aveuglement. Elle ne peut conduire qu'à, au contraire, accentuer d'autres violences. Par solidarité, par capillarité, par tout ce que vous voudrez, il est bien évident que ça va davantage encore s'accroître comme volonté. C'est absolument inacceptable. Et fermer les quartiers arabes de Jérusalem, c'est quand même intéressant, parce que ça veut bien dire qu'il y a une Jérusalem palestinienne, et que le seul moyen de s'en sortir, c'est séparer ces deux sociétés, l'une qui domine, l'autre qui est dominée. Et bien, il faut que celle qui est dominée puisse vivre sa propre destin. Et le seul moyen, on en revient du politique, et bien que Jérusalem devienne la capitale, pour ce qui est de Jérusalem-Est, la capitale de l'État de Palestine, et Jérusalem-Ouest, la capitale d'Israël. Je veux dire qu'on a là, par la matérialité,
de cette mesure la confirmation de la réalité d'une situation. Pourquoi on les ferme? C'est parce qu'ils sont palestiniens. Et ils sont, il faut le rappeler à Jérusalem, très largement majoritaires. Car quand on dit qu'ils sont 37% des Palestiniens dans Jérusalem, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. C'est 37% sur l'ensemble de la ville de Jérusalem. L'ensemble de la ville. Mais sur la partie Est, ils sont très largement majoritaires, évidemment. Et ils sont largement majoritaires. Et quels sont les autres? Ce sont des Israéliens juifs qui sont dans les colonies, qui ont été installées depuis 1967. Et puis, quand on parle de la vieille ville, là, les Palestiniens sont ultra majoritaires. Ça aussi, on oublie tout le temps. Il y a 85% de Palestiniens dans la vieille ville. Vieille ville où se trouve l'esplanade des voilà, mosquées. C'est ça. Alors là aussi, il y a un quartier juif, il y a les lieux lieux saints juifs, il faut les respecter, bien entendu, etc. Donc il faudrait aussi partager cette vieille ville, qui est aujourd'hui totalement impensable. Et pourtant, la réalité sociologique, historique, elle est là. Vous avez, sur 37 000 habitants, vous avez 85% de Palestiniens. Donc quand on ferme la vieille ville aussi, on asphyxie toute une société palestinienne. Je veux dire, donc voilà, si les Israéliens veulent voir loin et voir leur avenir, ça passe par une séparation qui consiste non pas à mettre des murs ou à fermer, enfermer ou tuer, mais bien évidemment à dire, voilà, l'autre existe, et c'est ça la grande question. C'est que beaucoup des membres du gouvernement et des partis politiques ne veulent pas voir l'autre. Au contraire, ils le ferment, ils l'enferment, ils le tuent. C'est une manière vraiment de le faire disparaître. Et ça, c'est évidemment un non-sens historique absolu. Mais aujourd'hui, je ne vois pas en Israël des hommes d'État capables de penser l'avenir. Ils sont dans une espèce de fébrilité pusillanime qui conduit à ce que finalement, ils comptent les voix parce qu'ils sont à une voix de majorité, et puis les colons ont une place centrale dans tout ça. Les colons et donc quelque part les logiques coloniales. Et il faut sortir de ces logiques coloniales et malheureusement, je ne vois pas le chemin. Justement, pour rester sur le terrain politique et revenir sur le contexte dont vous parliez, notamment la puissance de la colonisation qui rend de plus en plus difficile tout espoir de solution politique, la France a évidemment, comme à son habitude, réagi aux violences de ces derniers jours en appelant à la reprise des négociations de paix, dont on sait qu'elles sont à l'arrêt, tout simplement. Est-ce que ça a encore un sens, ces déclarations de la France, qui a voulu faire une résolution le mois dernier, qui a finalement renoncé, qui tergivère souvent sur ce dossier? Est-ce que ça a encore un sens de dire « allez, reprenez le chemin des négociations » Je crois qu'il y a deux choses différentes. Le texte que Laurent Fabius a essayé de faire passer au Conseil de sécurité, il a dû faire demi-tour à cause des Américains et bien d'autres, pas simplement des Américains, ça consistait au fond à donner un calendrier, en dire il faut mettre un terme à l'occupation dans un délai qui est de X mois, au-delà duquel il faudra que le Conseil de sécurité prenne ses responsabilités. Donc c'était une approche qui était un petit peu différente. Sinon, la France, depuis plusieurs années, et notamment depuis 2012, mais pas seulement, est dans une forme de pusillanimité, une forme de renoncement. C'est-à-dire qu'appeler effectivement à reprendre les négociations est une très très mauvaise farce politique, puisqu'il ne peut pas y avoir de reprise de négociations entre une puissance occupante et un peuple occupé, surtout un peuple occupé qui en plus a des dirigeants complètement divisés. Donc ça ne tient pas la route. C'est aucune chance. À plus, ce n'est pas simplement une puissance occupante et puis des occupés qui sont divisés, c'est une puissance occupante qui est conduite par des formations depuis une bonne quinzaine d'années, qui sont dans une logique de nationalisme religieux, messianique, qui fait que, comme je le disais tout à l'heure, ils ne veulent pas voir l'autre. Et par conséquent, ils ne veulent pas évacuer la moindre parcelle de terre. Là, une des réponses des colons, c'était de dire on va mettre davantage de colonisation, c'était il y a 48 heures. Donc la France reste sur cette espèce de petite musique complètement obsolète, au lieu de dire il y a une occupation, avec ce qu'elle induit avec la colonisation. Ce qu'elle induit donc, c'est des discriminations et une forme d'apartheid, et qu'il faut absolument cesser cette situation. Et donc, il faut que la communauté internationale intervienne. S'il n'y a pas des sanctions, s'il n'y a pas une volonté politique d'agir, c'est évident qu'on va rester dans cette situation. Vous parliez de cycle tout à l'heure. Ce cycle, avec des différentes phases, il va continuer comme ça jusqu'à ce que ça se pourrisse encore. Et moi, si j'aurais un mot pour désigner tout ça, c'est un pourrissement de la situation de plus en plus grave. Alors, plus on laisse passer le temps, en pensant qu'on a du temps, ce qui est faux, eh bien, la situation va être encore plus pourrie. Et ce que nous disons aujourd'hui, si on se revoit dans un an, probablement les choses seront encore plus difficiles, parce qu'il y aura l'accumulation de violence et de haine. Juste une anecdote, mais elle est quand même très significative. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, mais j'ai lu dans Le Monde. Alors, Le Monde, c'est un journal qui peut dire des choses très pertinentes. Il a dû vérifier l'information. Il y a quelque part du côté d'Haïfa un Israélien juif qui a attaqué au couteau un autre Israélien juif parce qu'il pensait que c'est un Arabe. Vous imaginez la situation, si on en est là? C'est-à-dire parce qu'il a une gueule qui n'est pas forcément proche de la sienne, eh bien, je vais l'attaquer au couteau. Ça veut dire à quel point le fossé est profond et que les capacités de dialogue sont aujourd'hui complètement mortes, c'est bien clair, sauf s'il y avait
d'un côté comme de l'autre, là pour le coup on peut les mettre sur un pied d'égalité, des hommes ou des femmes capables de porter une autre voix. Or aujourd'hui, malheureusement, je ne les vois pas. Parce que ce n'est pas pour me faire l'avocate de la France, mais vous dites la France effectivement a une position de faiblesse et une position faible, mais est-ce que ce n'est pas aussi les acteurs en face qui rendent impossible, et du côté palestinien avec une faiblesse politique très forte de l'OLP, et évidemment du côté du gouvernement israélien qui est le plus à droite sans doute qu'Israël n'ait jamais connu, qui rend impossible toute discussion et que de fait les puissances étrangères ne peuvent pas faire grand-chose. Vous avez raison, mais il y a quelque chose qui s'appelle le Conseil de sécurité. Et étymologiquement et même historiquement, quand on a inventé le mot, c'était un conseil qui s'occupe de la sécurité internationale. Donc c'est son boulot au Conseil de sécurité. Donc la France est membre permanent du Conseil de sécurité. À ce titre, c'est une puissance importante. Le problème, c'est moins la France que les États-Unis. Parce que je crois que la France, si elle voyait peut-être... Enfin, ce qu'a tenté Laurent Fabius, il a quand même essayé quelque chose. C'est même le seul qui a essayé quelque chose ces dernières années, enfin ces derniers mois en tout cas. Donc c'était assez positif quoi, comme tentative. Mais il s'est heurté aux Américains. Et les Américains, là-dessus, ont vaguement fait quelque chose avec John Kerry, sans vraiment trop y croire, et sans vraiment l'appui de Barack Obama, et en tout cas sans les moyens qu'il aurait fallu. Donc je crois qu'en dernier instant, c'est vrai que le Conseil de sécurité est bloqué par les États-Unis, alors qu'en fait, je crois que la seule façon de se sortir de ces drames, qui vont, à mon avis, s'aggraver, quelle que soit... Donc il n'y a aucune issue ? À ce stade, aujourd'hui, si le Conseil de sécurité, ce qu'on appelle la communauté internationale, j'aime pas ce terme, mais disons le Conseil de sécurité, parce que ça renvoie à des gens qui ont des responsabilités, dont la France. Si le Conseil de sécurité ne se saisit pas de cette affaire, mais vraiment avec une résolution qui pourrait dire, par exemple que la colonisation est illégale. Reprendre, il y a très longtemps... Il y a des résolutions qui le disent déjà. Non, mais aujourd'hui, dans le cadre actuel, tout dépend des textes, politiquement, que le Conseil de sécurité réaffirme clairement que nous sommes dans une situation d'occupation. Il y a plein de textes là-dessus, on est bien d'accord. Mais qu'il les réaffirme aujourd'hui, ça donnerait une position. Ça permettrait de dire, voilà, le droit international, que beaucoup disent marginal et marginalisé, ce qui n'est pas complètement faux. Non pas qu'il soit marginal, mais qu'il est marginalisé. Mais il faut qu'il revienne au centre. Parce que les solutions, elles sont là. Donc je crois que vous avez raison, ce serait un texte de plus, mais pas un texte de plus seulement. Parce que je pense qu'aujourd'hui, si le Conseil de sécurité se tait, vous savez, le silence et l'inaction, c'est une décision politique. Et par conséquent, ça conduit à ce qu'une situation pourrait s'aggraver. Elle va s'aggraver, c'est clair. Parce que je ne vois pas du tout le Conseil de sécurité faire ce que j'évoque ici. Et c'est très regrettable, parce que ça veut dire que, bon, voilà, on les laisse dans cette situation qui est absolument intenable. Et je répète, aujourd'hui, c'est un drame. Dans 6 mois, quelles que soient les évolutions des prochains jours, des prochaines semaines, ça reviendra. Pourquoi est-ce qu'on peut imaginer un peuple? Comment imaginer un peuple? Et des jeunes, comment est-ce qu'ils acceptent de vivre sous la domination, comme ça, sans espoir? C'est impossible. Vous parliez du silence, à part effectivement l'initiative de Laurent Fabius ces derniers mois, la France est globalement assez silencieuse sur le sujet. Surtout, la France a été accusée sous François Hollande, depuis 2012, de s'être alignée sur le gouvernement israélien, essentiellement à cause de 3 raisons. La première, c'est qu'elle a hésité sur le vote de la reconnaissance de la Palestine à l'ONU pendant très longtemps. Jusqu'à la dernière minute, François Hollande a hésité à voter pour, parce que la France vote pour, parce que quand il s'est rendu en Israël et dans les territoires palestiniens, il a fait une démonstration d'intérêt commun avec Benjamin Netanyahu, notamment sur la question de la lutte contre le terrorisme. Et troisième chose, parce que pendant la guerre à Gaza l'été dernier, il y a eu un communiqué de l'Élysée évoquant le droit d'Israël à se défendre, qui est quand même une ligne rouge en général de la diplomatie française. Est-ce que vous avez l'impression que François Hollande s'est aligné sur le gouvernement israélien en rupture avec la diplomatie traditionnelle de la France? Vous savez, la politique étrangère, c'est quelque chose d'assez énigmatique. Parce que nous avons des institutions importantes, prestigieuses, le Quai d'Orsay, le Musée de la Défense, l'Élysée. On se dit, voilà, ils réfléchissent, ils pensent, ils ont des visions. Bon, c'est possible, c'est bien possible. Je crois aussi qu'il y a des individus qui ont des tropismes, qui ont des envies, qui ont des penchants. Et quand on est président de la République, finalement, ça compte considérablement. Et je pense que François Hollande est dans une tradition qui nous renvoie à la SFIO, c'est-à-dire une proximité à l'égard d'Israël, sans se rendre compte
que l'Israël des années 50-60 aujourd'hui a disparu et qu'on a affaire à un État où il y a des partis qui sont à la droite ou à l'extrême droite. Et dans tout autre pays en Europe, il y aurait ces gens-là. L'Union européenne aurait sans doute des discours extrêmement critiques en disant qu'est-ce que c'est que ces façons de faire, ces façons de penser, ces façons d'agir. Donc je crois que François Hollande s'est laissé complètement aller. Et dans son voyage de novembre 2013, on le voyait très concrètement. C'est-à-dire qu'il y avait une empathie très, entre guillemets, naturelle pour les dirigeants israéliens, ceux-là, et au contraire, à l'égard des Palestiniens, ça passait pas. Il n'y avait pas de courant. Enfin, j'ai pu voir ça de près, et j'ai vu à quel point l'empathie ne fonctionnait pas du côté palestinien. On va pas lui reprocher ça, c'est une donnée, sauf que ça devient une donnée politique. Et que cette façon d'être, cette façon de faire, c'est une politique. Donc vous voyez la politique extérieure dans sa réflexion stratégique, et puis la réalité humaine des choses, qu'est-ce qui est le plus important? Et c'est grave, parce que je pense qu'il faut quand même réfléchir à la stratégie, et puis surtout, ça donne à la France un rôle complètement marginalisé par rapport à la question israélo-palestinienne. Aujourd'hui, Hollande, surtout avec la posture qu'il a eue, si politiquement il disait... C'est une occupation inacceptable. Il faut qu'il y ait le droit d'Israël à des frontières sûres et reconnues, pour reprendre les formules classiques. Mais il faut un État palestinien. Et pour qu'on puisse avancer, moi, président de la République, chef de l'exécutif, j'ai décidé, suivant les résolutions de l'Assemblée nationale et du Sénat, de reconnaître l'État de Palestine. Ça marquerait quelque chose. La France ferait quelque chose. Alors il y aurait beaucoup de bruit autour, mais ça serait un pas tout à fait important, parce que ça montrerait bien que cette situation, la seule solution pour cette région, parce que ce n'est pas simplement Israël-Palestine, mais pour cette région, qu'il y ait deux États. Je crois qu'il faut vraiment mettre ça, et ça serait l'honneur de nos dirigeants et de François Hollande de dire cela, et en disant cela, il ne ferait que réaffirmer les textes dont nous parlions tout à l'heure, et il réaffirmerait les principes du droit international, tout simplement. Donc c'est essentiel. Donc là-dessus, la France est tout à fait en marche. Elle a beaucoup, elle pourrait faire beaucoup, elle le fait aujourd'hui, pas grand-chose. Je parle par euphémisme. Quand vous dites que la France ne fait pas grand-chose au Proche-Orient, est-ce que... Israël-Palestine. Ouais, Israël-Palestine, justement, j'allais élargir. Est-ce que ce qu'elle fait en Syrie, les frappes françaises en Syrie, les frappes françaises en Irak, les démonstrations incroyables d'amour pour le maréchal Sissi en Égypte, pour l'Arabie Saoudite, est-ce que tout ça donne un sens pour vous, à une cohérence quelconque, dans le sens... Y a-t-il encore une politique arabe, comme on dit, de la France? C'est une question qu'on posait dans un colloque que l'IREMO a organisé au Sénat il y a quelques jours, donc on a beaucoup travaillé sur cette idée. Je ne crois pas qu'il y ait de vision de la France, enfin que la France ait une vision globale. Et tout ce que vous avez évoqué, ça demanderait beaucoup de discussions, parce qu'il y a beaucoup de choses. Moi, je crois qu'il est légitime que la France parle avec l'Arabie Saoudite, qu'elle parle avec l'Égypte, à condition de mettre un certain nombre de préconditions, et en tout cas de ne pas être comme ça au Conseil de coopération du Golfe, comme elle l'a été, en épousant la Saoudite sans contrepartie. Et avec l'Égypte, on pourrait en dire autant, parce qu'en fait, c'est quand même le Riyad et le Caire ont été les fossoyeurs des révoltes arabes. Donc c'est tout de même très contradictoire. Et puis, plus globalement, lorsqu'on regarde la position de la France depuis 2 ans, 3 ans, la France a complètement laissé de côté la possibilité de revenir vers l'Iran. Alors, bien entendu, c'est compliqué. Le régime iranien, il faut savoir le gérer. Il y a beaucoup de gens en Iran qui sont contre tout rapprochement avec l'Occident. Enfin, on peut bien montrer la complexité du dossier. Mais ce qui est frappant, c'est que la France n'a pas anticipé ce qui pourtant devait se faire, c'est-à-dire renouer avec l'Iran. C'est les États-Unis qui ont eu cette vision des choses. C'est Barack Obama. Il a échoué sur beaucoup de points, mais pas sur celui-là. Et il a voulu aller au bout à travers cet accord sur le nucléaire en juillet 2015, il y a quelques mois. Et la France, du coup, Fabius aussi, se sont raccrochés à ça, et maintenant on va recevoir Rouhani, ce qui est très bien. Mais voilà un exemple où la France aurait pu avoir une vision d'anticipation, plutôt que se focaliser sur le Qatar, qui est un État intéressant, certainement, mais enfin historiquement, politiquement, démographiquement, économiquement, ça n'a rien à voir avec l'Iran. Et donc on s'est coupé de l'Iran. Alors maintenant on va renouer avec l'Iran. Bref, donc si vous voulez, je trouve que c'est une politique qui est assez déséquilibrée et qui n'anticipe guère, qui est souvent dans la réactivité. Et quand elle a une cohérence, sur la Syrie, je trouve qu'elle a une cohérence. Elle a une cohérence dans les principes. Elle voulait faire partir Bachar, elle voulait soutenir les rebelles, elle voulait empêcher que les djihadistes arrivent, mais elle ne s'est pas donné les moyens de tout ça véritablement, même si c'était très compliqué. Du coup, Bachar est resté. Les rebelles
modérés ont presque disparu et les djihadistes sont partout. Autrement dit, entre ce qu'elle a voulu faire et ce qui se passe aujourd'hui, il y a malheureusement un fossé. Alors la France n'est pas seule responsable, il faut être sérieux, la politique étrangère a une immense complexité, surtout dans cette région. Mais enfin, je pense qu'on a manqué un certain nombre de choses, mais là aussi les Américains ont leur responsabilité, ce qui s'est passé en 2013 est aussi très clair. Donc voilà, le résultat des courses aujourd'hui, c'est que par rapport à ces dossiers, il y a un pays qui s'est réimposé complètement, en dehors de l'Iran bien entendu, c'est la Russie. Et alors, je vous poserai une dernière question, alors que ça ne s'enchaîne pas du tout avec ce que vient de vous demander Léna, mais est-ce que quand même il y a eu, aux dernières législatives en Israël, il y a eu ça a été catastrophique, on va dire en termes de champ politique, mais il y avait une bonne nouvelle, c'était cette liste arabe unie. Oui. Là, qui était quand même quelque chose d'inédit. Et puis là, on a vu ces derniers jours des Arabes israéliens, enfin des Palestiniens israéliens en fait, qui ont la nationalité israélienne, faire grève, voire manifester en soutien à la situation des Palestiniens à Jérusalem-Est ou en Cisjordanie, qui eux n'ont pas la citoyenneté israélienne. Est-ce que de là peut venir quelque chose? Très important comme question, c'est très lié au reste. Pourquoi est-ce qu'il y a une liste arabe unie? Parce que la droite israélienne a remonté le seuil qui permet à une liste d'être présente, comme les listes arabes dispersées n'arrivaient jamais à avoir plus de 2%, ou 3%, enfin 2,5%. Donc on s'est dit, si on remonte le seuil, il n'y aura plus de liste arabe. Réponse des Arabes, ils se sont rassemblés sur une liste unique, qui du coup a eu 13 sièges à la Knesset sur 120. Donc du coup, il y a eu une percée des Arabes. C'est-à-dire que ce qu'ont voulu faire les partis de droite, en modifiant ce dispositif technique, pour des raisons politiques, a eu un résultat inverse de celui qui était dans leur esprit. Et du coup, on a une unité qui est fragile avec ses contradictions. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que là aussi, quand on disait fermer, enfermer, tuer, on a voulu se débarrasser des députés arabes à la Knesset. Cette majorité-là a voulu le faire. Et elle est là. Et ce qui se passe chez les Palestiniens d'Israël ou les Arabes israéliens, comme on voudra, mais ils s'appellent plutôt les Palestiniens d'Israël, c'est essentiel. Parce que ça veut dire eux aussi subissent des discriminations sur plein de plans. Et ça reste des citoyens de seconde zone. Alors qu'on avait pu penser que dans les années 90, les choses s'arrangeaient. Puis il y a eu en gros la rupture au moment de l'automne 2000, où là, il y a eu des manifestations réprimées. Il y a eu 13 morts chez les Arabes israéliens et ça a été un choc terrible. Bon, et donc là, nous sommes dans cette situation où 20% de la société israélienne se sentent palestiniennes et évidemment se sentent complètement récusées par des groupes politiques, par des formations politiques qui veulent un État juif. Donc on est dans l'ethnicisation de la notion d'État et par conséquent l'exclusion des autres. Et ça, c'est extrêmement grave pour la société israélienne à terme. Merci beaucoup, Jean-Paul Chagnolot, d'être venu nous rendre visite dans les studios du Passage Brûlon. Je crains que le titre de votre dernier ouvrage, Violence et politique au Proche-Orient, ne soit encore d'actualité la prochaine fois que vous reviendrez. Malheureusement, oui. Merci beaucoup.